لنا معايا وحدة يا ميرزا كراميل C'est pas pour me vanter, mais parfois j'achète la dépêche. Oh, je n'en tire pas une fierté particulière, mais au moins ça permet de picorer quelques nouvelles toulousaines et puis ensuite d'y éplucher les légumes. Et voilà que ce matin, je suis alerté par un titre inquiétant. Un bar fermé et 2 autres menacés de fermeture anticipée. Le résultat de la dernière réunion de la commission communale des débits et boissons. Oui, ça existe, cette commission. Sous la présidence d'Olivier Arzac, adjoint en charge de la sécurité à la mairie de Toulouse. Au total, finalement, c'est 8 établissements toulousains qui vont se voir notifier des sanctions plus ou moins sévères. Pour le Triomphe, un bar du quartier du Faubourg Bonnefoy, c'est la fermeture jusqu'à la mise en conformité aux normes incendie. Pour les 7 autres, c'est toujours le même cirque. Appel du voisinage pour nuisances sonores, descente des agents de la police municipale, passage en commission et vous connaissez la suite. Le travail porte ses fruits, s'est réjoui l'adjoint au maire dans les colonnes de la dépêche de ce matin. Et de rajouter ensuite, on a resserré l'étau. À 4 mois des municipales, ça semble plutôt bon. La volonté de la mairie Moudenc semble toujours être la même en matière de vie nocturne. Apéro jusqu'à 20h, 21h maximum. Et puis ensuite, une tisane et au lit. Elle est pas belle, la vie. Et puis, j'ai également appris ce matin dans la dépêche que le pôle multimodal Grand Matabio Quai-Doc, quartier d'affaires en devenir, quartier d'affaires, de commerce, de bureaux et d'appartements grand standing. Je vous raconte pas le prix du mètre carré lorsque tout ça va être terminé. Donc ce futur pôle multimodal vient d'être déclaré d'utilité publique par le préfet, c'était avant-hier, permettant ainsi du coup de lancer des procédures d'expropriation. Les premiers travaux de démolition commenceront dès l'an prochain autour et à proximité de la gare. Et là aussi, l'étau se resserre, en l'occurrence autour du studio Condorcet dirigé par Olivier Cussac, plus vieux studio d'enregistrement de Toulouse. Une pétition circule actuellement sur le net pour essayer de sauver l'endroit. N'hésitez pas à la signer. On vous met le lien sur la page Facebook de Caramel Mou. L'étau se resserre, une affirmation en passe de devenir le nouveau slogan de la mairie. Ça donne plutôt envie. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 31, réalisé et mise en onde par Tulipe, qui ce soir est la seule fille dans cette émission. Qu'elle en soit remerciée, elle a bien du courage. Ça toque sévère à la porte de notre petit studio ce soir. Ainsi, dans un instant, Manuel Pomar viendra-t-il nous parler de l'actualité art plastique de la Ville Rose, à moins qu'il ne soit pris de vitesse par la chronique de cinéphilie décalée de notre bon professeur Thibault ou par celle plus musicale de Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission hebdomadaire. Mais c'est sans compter la fougueuse charge politique à venir de Salah Amokrane. Ce qui est sûr dans tous les cas, c'est que vers 18h50, Lucas Lemoff lancera sa chronique sur les municipales à venir, délicieusement politico-cassoulet. Mais on commence tout de suite, après cette définition plutôt formidable de cette émission, une très belle équipe ce soir, assurément. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine.
Il est parti de Toulouse avec fanfare et trompette et piano joué sur le dos. Un vendredi soir de septembre 2017, direction la capitale par les chemins de traverse, les départementales, les vicinales et autres sentiers sentant bon la noisette. Et c'est donc chaussures de randonnée aux pieds que Manu Galure, car c'est de lui qu'on parle, s'en est allié il y a 2 ans et demi pour faire son tour de l'Hexagone en chantant comme d'autres font le Tour de France des compagnons. 2 ans et demi qu'il a mis à profit pour jouer son répertoire truculent et poétique chez l'habitant ou dans une médiathèque, dans un centre culturel ou dans un hôpital, dans une maison de retraite ou dans une salle de spectacle, partout en tout cas où l'on pouvait simplement lui garantir la présence d'un piano. 2 ans et demi pendant lesquels il a écrit, composé et mis au point de nouvelles chansons incluses sur 3 albums disponibles pour le moment en numérique sur son site manugalure.com ou sur son Facebook. Manu Galure rentre ce week-end après 2 ans et demi d'escapade champêtre et de halte citadine à Toulouse, chez lui. Ça se passe d'abord ce soir au château Loroux à Fronton et puis demain soir au théâtre Sorano. En attendant ce grand moment de retrouvailles, on va écouter tout de suite un morceau de Manu Galure. À noter que nous serons, nous, Caramel Mou, demain soir à partir de 17h et pour 1h en direct du Sorano en compagnie de Manu Galure. Manu Galure, on va l'écouter tout de suite, simplement le temps de retrouver le morceau sur notre petit iPad caramelesque. Manu Galure, tout de suite, on l'écoute. Ça s'appelle comment d'ailleurs, ça s'appelle Sous l'arbre, ça s'appelle Les Coquelicots. On écoute ça tout de suite. Donc Manu Galure. Vous avez dans votre ville des problèmes de rats, de Loire, de furet, de gerbille. Je suis votre homme, appelez-moi. Je ne demande pour ma peine qu'une maigre compensation financière mais pas vaine. Il faut vivre aux 4 saisons. Je ne demande pour ma peine que de vivre aux 4 saisons. Ce village était infesté de souris et de vices. On y vend de ma renommée. On fit appel à mes services. Je donnais un chiffre de tête. On me promit un supplément. Mais je suis travailleur honnête et je refusais poliment. Je suis un travailleur honnête, je refusais le supplément. On choisit parfois son métier, moi je fais ce que je sais faire. Ces chants curieux et familiers, étranges mots, étranges airs, et des égouts, des caniveaux s'en viennent guidés par ma voix. 4 belettes et 2 blaireaux et un premier millier de rats, 20 fouines et 1200 mulots et 30 autres milliers de rats. Et je chante, chante, chante et danse, danse les campagnols. Nous suivons des chemins en pente et je mène la farandole. On trouve au bas de la vallée une rivière très profonde. Beaucoup de gens s'y sont noyés et c'est connu de tout le monde. Beaucoup de gens s'y sont noyés, beaucoup de gens, beaucoup de monde. Voyez ce putois qui barbote, cette souris qui se débat, l'eau qui lui chatouille la glotte et tous les rongeurs qui se noient. Mais je n'ai pas de cruauté, je leur chante des chants très doux. Et la la la, et la la, et la la, et la la la, glou 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 glou. Et la la la, et la la, et la la, et la la la, glou 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 glou. Je remontais au bourg, le travail accompli. On vit à peine chaque jour, à chacun sa peine suffit. Alors je frappais aux masures pour aller réclamer mon dû. Je n'ai reçu que des injures, vagabond vaurien va pieds nus, maudit gredin, maudit galure, et un grand coup de pied au cul. J'ai pour certaines occasions des chansons plus graves et plus rares, qui n'ont pas les mêmes raisons, et que je chante à la nuit noire. Alors des portes du hameau s'en viennent des petits visages. Thomas, Julien, Lilith, Bruno, garçons et filles de tous âges, Cassandre, Pierre, Alain, Margot et tous les enfants du village.
Il y a toujours dans la vallée cette rivière très profonde où tant de gens se sont noyés, tant de rongeurs et tant de monde. Mais je n'ai pas de cruauté, je leur chante des chants très doux. Et la la la, et la la, et la la, et la la la, glou 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 glou. Et la la la, et la la, et la la, et la la la, glou 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 glou. Oh vous mes amis bourgeois, vous pensez que tout vous est dû, que le chanteur a de la joie, c'est bien assez pour son salut, qu'il vit de rire et de je t'aime, qu'il se nourrit de 3 fois rien. Mais gare à toi, vilain, vilaine, si tu paies pas le musicien. Mais gare à toi, vilain, vilaine, si tu paies pas le musicien. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Précise donc Manu Gallure rentre à Toulouse ce week-end. Ce soir il est à Fronton, demain il est à Toulouse au Théâtre Sorano. Et pour fêter ce retour Tony Truant, Caramel Mou sera demain soir entre 17 et 18h en direct du Théâtre Sorano avec quelques invités pour revenir un peu sur ce périple de 2 ans et demi qui aura mené Manu Gallure tout autour de l'Hexagone. Allez, on commence tout de suite avec Manuel Pomar, spécialiste des arts plastiques ici même dans Caramel Mou, mais qui va nous parler d'événements qui se sont passés récemment à Toulouse, pas forcément dans des musées, mais plutôt dans la rue. On a vu plein de gens bizarres dans certaines manifestations qui ont agité le centre-ville et les boulevards à Toulouse ces dernières semaines. Manuel. Je vais rebondir sur la chanson de Manu Gallure. Rebondissez. Si tu paies pas le musicien, le musicien, par rapport à l'artiste plasticien, est même beaucoup plus payé. Il a au moins un statut, celui d'intermittent du spectacle. Et nous, les artistes plasticiens, nous n'avons aucun statut. On n'a aucune existence sociale. On cotise à une caisse. La maison des artistes, encore, c'est en train de bouger, là. Bref, c'est très complexe. Et effectivement, le jeudi 5, lors de ce grand rassemblement intersyndical... Dans le premier lancement de la mobilisation nationale contre la réforme de la retraite, mais pas que, puisque pour le coup, il y avait plein de revendications différentes. Il y avait beaucoup de revendications différentes et je crois que c'était aussi une première sortie post-gilet jaune, c'est-à-dire les syndicats reprennent la rue après 1 an d'une autre forme de revendication. Donc il y a des choses qui se sont jouées à cet endroit. Et en fait, moi j'étais dans le cortège, comme j'ai pu l'être dans certains cortèges des gilets jaunes, couvert d'une de mes peintures, comme je sais pas à quoi je ressemble, peu importe, mais voilà, j'affirme juste ma position de peintre et d'artiste au milieu des cortèges. Et au fil et à mesure du parcours, j'ai croisé d'autres artistes, j'ai vu une pancarte Beaux-Arts en grève, voilà. Et le cœur quand même renforcé, rengaillardi par cette foule présente. Il y avait un élan assez beau. Je suis rentré chez moi et j'ai reçu le coup de fil d'un ami artiste qui s'appelle Sergueï Woklonsky, qui me dit mais pourquoi on manifeste là chacun dans notre coin, on est incapable de se réunir, montrons-nous ensemble en tant qu'artistes. Oui, pourquoi pas. Et juste avant le jeudi 5, il y a eu un appel par non pas une association, mais un collectif informel qui s'appelle L'Abuse à Paris, qui a diffusé un appel Art en grève sur les réseaux sociaux, qui a pris et dans des villes comme Caen, Rennes, les artistes ont manifesté ensemble. Et à Caen, ils ont manifesté avec de magnifiques drapeaux faits à partir de couvertures de survie, parce qu'ils reprenaient une performance d'un artiste qui s'appelle Alexis Deboeuf, qui a fait cette performance il y a 10 ans, d'une manifestation, on va dire, artistique. Donc on a appelé les gens de Caen et on leur a demandé est-ce qu'on peut
s'approprier votre drapeau. Il est magnifique, il dit tout de façon très simple. Il brille au soleil et pourtant il ne parle que de précarité, de fragilité. On a appelé l'artiste, il nous a dit oui, allez-y. Ça c'était le vendredi. Entre-temps, on a monté un groupe sur les réseaux sociaux. Le lundi, nous avons fait une réunion à lieu commun et le mardi pour la manifestation suivante, nous étions plus d'une centaine avec nos drapeaux à enfin apparaître en tant qu'artiste, en travailleur de l'art. Il n'y a pas uniquement des artistes, et de dire voilà, nous existons, nous aussi, nous avons des revendications de travailleurs comme les autres. Et c'était, le regard des autres manifestants était super encourageant. Enfin, je sais pas, c'était un acte de naissance pratiquement. Et c'est vrai que les artistes plasticiens ont cette particularité de travailler chacun dans leur coin, dans leur atelier, et de ne pas se regrouper. Et là, on y est parvenu. C'est un élan qui vient d'autres villes qu'on a saisi. Donc, il se passe ici, c'est Art en Grève Occitanie, mais il a un écho national. Et donc, nous avons remanifesté ce dernier mardi. Nous étions aussi nombreux, voire plus. Et maintenant, à nous de mettre en place un chantier, évidemment, de revendication. Notre revendication principale, c'est un réel statut de l'artiste. C'est-à-dire que l'artiste, aujourd'hui, soyons clairs, il ne vit pas de la vente de ses œuvres. Et surtout pas en région, surtout pas à Toulouse. Faudrait déjà inventer ce que j'appellerais un art de proximité, un art de relation sociale à ses concitoyens. Et surtout, l'artiste, il travaille comme régisseur, comme enseignant, comme éducateur, comme médiateur. Comme animateur socioculturel. Voilà. Et il ne peut pas cotiser dans les mêmes caisses. Et on se retrouve avec des complexités, une sorte de vertige administratif qui fait que finalement, nous n'avons pas de réelle existence sociale. Et si on n'existe pas socialement, nos concitoyens se disent mais on est toujours sur cette mythologie de l'artiste perdu dans son atelier. Voilà, et c'est totalement anachronique. Mais c'est à la fois dû à cette image, mais aussi à une réalité politique et sociale. En même temps, du côté du gouvernement et des collectivités locales, on nous bassine depuis des années avec les tiers-lieux qui sont des lieux permettant aux artistes... Ne me lance pas là-dessus. Mais permettant aux artistes de rentrer en contact avec le public. Oui, alors je vais faire rapide sur les tiers-lieux. Moi, je pense que les tiers-lieux... c'est un enfumage politique comme on en a souvent, c'est cyclique. On a l'espace de coworking, on a eu les Fab Labs. On essaie de répondre à des demandes qui sont légitimes, certes, mais le tiers-lieu, c'est quelque chose d'assez simple. En général, ce sont des mètres carrés mis à la disposition de personnes en capacité d'investissement. Soit quand je dis ce sont soit une municipalité, soit une région qui leur prête gratuitement des espaces, soit on leur vend, comme ici à Toulouse, un prix au mètre carré défiant toute concurrence. Et le modèle économique est simple, ils sous-louent. Le tiers-lieu sous-loue à des commerces et pour, on va dire, arborer son beau nom de tiers-lieu, il va inviter une ou deux structures culturelles, de préférence de l'industrie culturelle. Et voilà, c'est la nouvelle offre. En plus, tout ça sous cet arrière-goût de ce que j'appelle moi la dictature du cool. Tout est enrobé de food truck, de bière artisanale et de tatou flash. Mais il reste plus rien de l'art là-dedans, quoi. Très bien. Donc voilà. Ça veut dire qu'effectivement, c'est pas récent. Le statut de l'artiste n'est toujours pas là. C'est vrai que cette nouveauté, c'est que par contre, dans le mouvement social, on commence à voir des artistes. Donc, vous étiez ce mardi avec vos drapeaux, jolie photo d'ailleurs. C'est photogénique. Parce qu'il n'y a pas à suer. Un artiste, même manifestant, reste un artiste. Et donc, vous avez quelques photographes parmi vous qui ont fait quelques photos plutôt intéressantes. Ça veut dire que là, pour toutes les manifestations à venir, on va vous voir. Nous apprenons le militantisme, même si chacun on a des petites expériences personnelles, on va dire. Mais en tout cas, de se regrouper entre artistes plasticiens et travailleurs de l'art, c'est vraiment une première. Et oui, nous avons l'intention lorsqu'il y aura de nouveaux cortèges, d'être présents, mais
évidemment, on a aussi la volonté d'apparaître sur nos territoire propre pour revendiquer directement à qui de droit. En attendant une plateforme revendicative qui raconte un peu ce milieu-là et la précarité dans lequel vous vivez et ils vivent. Donc aujourd'hui une expo quand même à nous conseiller pour les vacances. Oui, je vous conseille en tout cas ce soir, demain et dimanche d'aller à IPN pour le marché de Noël parce que les artistes ont besoin de manger, donc allez leur acheter des petites sérigraphies, des choses comme ça qui sont tout à fait abordables et dignes de figurer au mur pour enluminer vos vacances. Pour au moins une année. Voilà. Et ce soir d'ailleurs, il y a Chien Pourri en concert à 20h. C'est total conseil. On les réannoncera tout à l'heure en fin d'émission dans la série des concerts, mais ça se passe à IPN. Et puis si vous connaissez pas IPN, allez-y ce soir parce que l'année prochaine, il y a des chances que ce soit détruit. Ne nous avançons pas, mais 32 rue des Jumeaux. Voilà. Ça fait partie du premier cercle des démolitions à venir pour le projet autour de la gare Matabio. Merci Manuel. Merci. Et à l'année prochaine pour le coup. Allez, vous l'avez compris, pas beaucoup de musique ce soir, beaucoup de chroniqueurs, et on passe avec l'ancêtre de cette émission, notre caution morale et artistique, Jean-Pierre Lérac, bonsoir. Bonsoir. Vous avez une très belle casquette sur la tête, j'espère que vous la garderez pour le selfie de tout à l'heure, que l'ensemble de la population voit comme vous êtes élégant avec cette casquette multicolore. Donc il y a beaucoup de chroniqueurs, donc je vais aller droit au but. Ah oui, ça changera effectivement. Voilà, nous sommes à la période évidemment des rétrospectives, des remises des bilans de fin d'année, des Césars, des bilans, tout ça. Donc nous avons décidé d'attribuer donc le kangourou du meilleur concert 2019. Ah super, c'est formidable, c'est une première. Bon là pour la catégorie jazz et musique improvisée. Oui évidemment. Donc je vous laisse voilà, donc dans la catégorie jazz et musique improvisée du meilleur concert 2019 étaient nominés plein de groupes, vraiment plein de groupes, et le meilleur concert, le kangourou d'or du meilleur concert 2019 est attribué à Sitzel Andresen et Stien Verterus pour un concert qu'ils ont donné le 14 juillet à Jazz à Luz, parce qu'il y a un festival à Luz Saint-Sauveur. Voilà, il s'appelle Jazz à Luz, et effectivement je peux confirmer, j'y étais, superbe concert. Voilà, donc superbe concert. Je comptais sur vous pour me oui. soutenir, parce qu'évidemment on leur donne le kangourou d'or quand ils viennent ici le recevoir. Ils n'ont pas pu venir. Elle n'a pas pu se libérer. C'est bien dommage. Il y a de la neige, il y a des congés. Elle n'a pas pu venir. Donc évidemment certains, je vois certains qui vont faire des réflexions évidemment, puisque il y a quand même un peu de subjectivité dans tout cela. Un tout petit peu, oui, un peu de mauvaise foi aussi, mais bon. Un peu jugé parti, nous dirons. Je suis d'accord avec eux. Mais oui. Je suis d'accord avec eux. Simplement, voilà, je dois dire que c'est en toute objectivité que j'ai décerné ce prix. Parce que j'étais le seul membre du jury. Eh ben oui. Et c'est d'ailleurs, vous étiez d'ailleurs le seul qui avait sélectionné les concerts qui ont participé à l'élaboration de ce prix. Je dois dire quand même, là, c'est même pas la peine de parler. C'est vrai que c'était très largement au-dessus des autres nominés. Donc on a fait, voilà. Dont on taira le nom. Évident, dont on taira le nom. Là, c'est vrai que ce concert a été un choc sur ce festival. Donc ces concerts-là, il faut en reparler, etc. Et donc ça, c'était, vous y étiez, donc vous avez pu voir, c'était des musiques qui viennent d'ailleurs, quoi. Oui. Là, pour le coup, elle venait du froid. Elle venait du froid, et c'est vrai que c'est des musiques de scandinaves, mais des sons qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Mais évidemment, la voix de Sitzel Andresen, qui est quand même déjà très particulière, sa technique vocale est unique, je dirais. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont imité maintenant. Entre une chanteuse ethnologique et puis une raconteuse de contes, puisque ça, c'est un peu dans ces deux sens-là qu'elle travaille.
et un guitariste qu'on connaît très peu en France, mais là lui aussi il nous a amené sur des chemins qu'on n'a pas l'habitude. C'est peut-être le Julien Desprez de Scandinave, je dirais. Quelqu'un qui veut jouer de la guitare sans jouer un accord, ce qui est quand même assez formidable. À un moment donné sur le concert, il était sur toutes les pédales, il y avait une espèce de comme un balai, comme ça, le voyez sauter de pédale en pédale, c'était assez extraordinaire. Donc moi je sais que c'est vrai que j'étais organisateur, donc là et les festivaliers sont tous venus en pleurant à la sortie. Donc je crois qu'il fallait quand même décerner ce prix. Eh bien, décernons-le. Alors je vous propose d'en écouter un petit morceau et pour quand même. Alors j'ai choisi un petit peu un morceau de douceur. Quand même, je crois qu'on a besoin. Et ce soir, ça nous fera du bien. Un peu de douceur. Ouais. On est assez excités. You're acting in miles, late and bus monastic, and you've house and days and your house miles, and you rock a daisy. And it feels slightly light walks and flow, and you move your eyelids and you rock a deer, and the best of glows and bases and mellow your roses, moons and falls your eyes and play. And a boom, boom, you rocketeers. And boom, boom, rocketeers. And feces and you ride and balls and miles that hold your eyes closed, fills and piles you. Blows your racketeers might say hello. Bring bass and boom, boom, racketeers. Boom, boom, racketeers, boom. Rothschild, listen to my long fair third, and rivet in my sword and reason you're Rothschild, I'm better named as an own. Your arms feet in a mezzanine, and bees and road and ice and hole. You cross and more and raise a door. L'avantage avec le réchauffement de la planète, c'est que si l'avenir paraît plus dur, les carambars sont plus mous. Caramel mou. Caramel. De ce soir, ce vieux jingle que Wally était venu nous faire en direct un soir dans Caramel Mou. Salam Okrane, bonsoir. Salut. Dernière émission, on en a profité pour réunir la quasi-totalité des chroniqueurs de Caramel Mou pendant l'année, et vous êtes arrivés avec une chronique que je pensais dans un premier temps branchée sur les municipales, mais finalement pas que. C'est vrai que d'ici les élections, on en a largement le temps de revenir sur ce grand moment
délicieusement politico-cassoulet. Il y a un morceau de choix ensuite. Et puis c'est vrai que quand on parle de municipal, il y a toujours Lucas Lemoff qui traîne par là, et il nous en parlera tout à l'heure. Alors de quoi, de qui et de quoi est fait votre chronique ce soir, Salah? Alors moi je vais parler d'Odile Morin. Je sais qu'ici, j'imagine, et je n'ai aucun doute sur le fait qu'ici, dans ce studio, tout le monde la connaît, mais je me suis dit que c'était pas inutile pour les personnes qui écoutent que je dise deux mots de cette personne, mais surtout de cette affaire Odile Morin, puisque le 6 décembre dernier, Odile Morin, qui est une figure des Gilets jaunes à Toulouse, a été condamnée à 2 mois de prison avec sursis et à 1 an d'interdiction de manifester pour des faits de violence. Dans le truc que j'ai écrit, je l'ai mis entre guillemets. Évidemment. Commis contre des policiers. Ouais. Donc, une gilet jaune condamnée par un tribunal, jusque-là, rien de bien surprenant, voilà. Mais bon, qui est Odile Morin et qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, Odile Morin est une femme handicapée, présidente de Handi Social, association d'entraide et de défense des droits des personnes en situation de handicap ou de maladie invalidante. Et c'est une figure, donc, des Gilets jaunes à Toulouse. Elle est connue, c'est vrai, pour avoir une détermination sans faille dans son combat pour l'égalité des personnes handicapées et contre ce qu'elle appelle le validisme. Donc tu auras l'occasion peut-être de l'inviter parce que je trouve que c'est une notion super intéressante, cette histoire de validisme, où en gros elle nous je vous explique, je suis troublé là, oui. Mais on n'a pas la caméra dans cette émission, donc c'est pas comme RTL le matin où on nous voit là. Non, là vous pouvez continuer tranquille, il y a pas de problème. Il y a pas de problème, personne m'écoute. Non, mais personne ne voit. Donc, continuez à nous reparler de cette notion d'invalidisme. Non, vous inviterez Odile pour parler de. Mais c'est vrai que c'est peut-être une idée pour une prochaine émission. C'est un truc intéressant. Donc, elle est connue, voilà, pour être une détermination, pour sa détermination dans son combat pour l'égalité. Donc, ses interventions et ses coups d'éclat avec ses camarades vont rester dans les annales des luttes toulousaines, comme en 2018, par exemple, où après plusieurs opérations, péage gratuit, bon, ça c'est assez classique, elle bloque avec une poignée de militants un convoi de pièces de l'Airbus A380. Donc, quand elle bloque ce convoi, elle est convoquée par la police. Et ça ne s'invente pas pour une personne en situation de handicap, pour entrave à la circulation routière. La réaction de Odile Morin, qui ne manque pas de répartie, est immédiate. Et là, je vais la citer. Entrave à la circulation routière, c'est la mienne, et c'est 7 jours sur 7, toute l'année. Donc je fais savoir au procureur par voie de presse que je ne répondrai pas à la convocation de la police, mais qu'ils peuvent venir me chercher, en sachant que de toute façon, les cellules ne sont pas accessibles aux handicapés. Donc ensuite, elle participe au blocage d'un TGV en gare de Matabio, avec d'autres camarades à elle. Avant, et là c'est l'apothéose, le blocage de 17 avions sur le tarmac de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Je vous conseille d'aller sur Facebook, de voir les vidéos où on voit tous ces fauteuils roulants qui vont sur la piste de l'aéroport. Donc 17 avions. Bon là c'était pas pour les retraites tout ça, mais l'aéroport était bloqué. Donc je reviens à cette affaire pour laquelle elle a été condamnée. Le 30 mars dernier, en 2019, donc, lors de l'acte 20 des Gilets jaunes à Toulouse, auquel Odile Morin participe, elle sera mise en cause pour violence envers des policiers avec une arme par destination et entrave à un véhicule de secours. Donc de quoi parle-t-on? L'arme par destination dont il est question, c'est son fauteuil roulant. Donc les policiers l'accusent de leur avoir foncé dessus avec son fauteuil roulant. Alors, la version d'Odile est différente. Et d'ailleurs, au procès, elle avait proposé de diffuser une vidéo, ce que le président a refusé, pour démontrer qu'elle n'avait pas foncé volontairement sur les policiers. Mais il y a un des policiers qui s'est emparé de son joystick, et qui, du coup, le fauteuil s'est un peu emballé. Alors, elle a foncé dessus. Bon, et ceci dit, quand on voit les blessures des policiers, donc il y en a un qui était blessé aux chevilles,
l'autre au genou, comme l'a dit Odile, mais bon, elle s'est fait reprendre par le président du tribunal parce qu'elle est énervée, elle n'est pas toujours politiquement correcte. Elle a dit mais non, mais vu les blessures, il faudrait être nain pour avoir. Donc le président lui a dit personne de petite taille. Donc bon, ça c'est pour l'arme par destination. Le véhicule de secours. Et quant à lui, un camion à eau. Bon, il y en a quelques-uns qui ont participé. C'est véridique, tout ce que je vous raconte. Un camion à eau, on voit ce que c'est en ce moment, ouais. Il y a un an, j'en avais jamais vu, manifs, mais donc voilà. c'est fini. Donc, le véhicule de secours en question, donc entrave au véhicule de secours, c'est un camion à eau, et on le sait tous ici, dans les manifs, ça sert à éteindre les feux, les camions à eau. Ouais. Et puis, de temps en temps, ça sert à pouvoir donner un peu d'eau aux manifestants complètement assoiffés. Voilà. Donc là, je vais citer Pascal Nakache, qui est l'avocat d'Odile Morin, lors de ce procès. Donc, un camion de police, monsieur le président, n'est pas un camion de pompiers. Les enfants, eux, ils confondent pas. Ils savent qu'un camion de pompiers et un camion de police, c'est pas la même chose. Donc, s'ils ont commandé le rouge des pompiers, ils ne veulent pas le véhicule blanc et bleu de la police. Donc, voilà. Voilà, tout cela est tout de même assez surréaliste. Mettre en cause une personne en fauteuil roulant, en l'accusant d'avoir pris en sandwich un policier contre un camion, usant de son fauteuil comme d'une arme. Il faudra d'ailleurs, je vous tenais à le préciser, mais il faut s'inquiéter un peu des mesures de sécurité au tribunal. Oui. Puisque Odile, il est allé avec son fauteuil, donc armé. J'espère qu'elle est placée devant les portiques. Voilà, elle est rentrée armée au tribunal. Donc je peux attester, comme de nombreux témoins, cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant, que Odile Morin est une personne non violente. Elle a certes le verbe haut, mais c'est une militante pacifique qui, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, tous les samedis ou presque, casquée, mais ça c'est parce que ça craint, et équipée d'une caméra et d'un masque à gaz, on comprend aussi pourquoi. Il y en avait encore mardi. Voilà, rappelle aux forces de l'ordre lorsqu'elles enfreignent la loi, ou elles ne portent pas leur matricule, ou ne délivrent pas les sommations d'usage. Et qu'effectivement, elle n'est pas très obéissante des ordres de la police, comme l'aurait souhaité le procureur, que je cite lors du procès, il faut obéir à la police, parce que sinon, c'est l'anarchie la plus totale. Voilà. Rappelez-nous son âge à Odile. Odile a 55 ans. Voilà, on va lui faire la leçon. Donc, ce qui rend encore plus surréaliste ce procès, c'est tout de même le contexte de violence et de répression policière dans lequel nous vivons depuis plus d'1 an. Des milliers de gardes à vue. Les nombreuses blessures commises par l'usage des lanceurs de balles de défense, les fameux flashballs. Les éborgnés. J'évoque même la mémoire de ce jeune Steve à Nantes. Et à Toulouse, d'ailleurs, la veille même du procès, le 5 décembre, un observateur de la LDH qui a été sévèrement blessé au ventre par un tir tendu de ces fameux LBD. Le 5 décembre, qui était donc la première manifestation nationale contre la réforme de la retraite. On en parlait tout à l'heure. Voilà. Donc, la condamnation d'Odile Morin, je rappelle, 2 mois avec sursis et 1 an d'interdiction de manifester, et non seulement sévère, mais elle est surtout très politique. Donc, j'emprunte encore les mots de son avocat, ils y sont allés fort. Toujours à Toulouse et en parallèle, il faut quand même être tout à fait objectif, comme tout à l'heure pour la remise du César. Du kangourou d'or. Du kangourou d'or, pardon. Donc toujours à Toulouse et en parallèle, mais pour la première fois la semaine dernière, un CRS a été condamné pour jet de pavé sur des manifestants. Il a été également condamné à 2 mois avec sursis. Mais contrairement à Odile Morin, il n'est pas interdit de manifestation. Ça veut dire qu'on peut le retrouver la semaine prochaine. Donc, il peut toujours aller manifester. Puisque sa peine n'est assortie d'aucune interdiction, et surtout pas celle de travailler, donc on le retrouvera aux prochaines manifs. Voilà. Et en attendant, prochaine manif prévue pour le 9 janvier, si je me souviens bien. La manif syndicale, les Gilets jaunes, j'imagine. Voilà, les Gilets jaunes, ça sera demain et le samedi d'après et tous les samedis qui existent pendant toute l'année. Voilà, donc spéciale dédicace à Odile Morin. On est parti pour longtemps, et spéciale dédicace à Odile Morin, donc qui vient de se faire condamner. Appel ou pas appel?
Alors elle fait appel, elle est présente, vous savez qu'elle est présente dans les manifestations par délégation, puisque quand on y va, elle nous confie tous son portrait pour qu'on puisse la représenter. Je pense pas qu'on soit à sa hauteur. Et qu'on transporte dans un fauteuil, bien entendu. Voilà. Et puis effectivement, maintenant que nous avons un moyen d'accès à la radio prévu pour les chariots, on pourrait peut-être inviter Odile à cette émission. On va peut-être en rester là pour aujourd'hui. Mais on fut un temps, Lucas Lemoff, où il y avait... On va déjà commencer par la parité, si tu veux bien. De 40 marches à descendre pour arriver jusqu'au studio. Et là, il y avait des choses quasiment impossibles. Salah, merci pour ce petit portrait et pour ce retour sur des faits qui effectivement se passent à Toulouse depuis un an. Et c'est vrai que... Non, on l'a pris un peu à l'humour, mais vraiment, c'est vraiment un procès politique. Je pense qu'il faut vraiment le dire comme ça. Et c'est effectivement continuer à prendre des gens pour des jambons, parce que un chariot arme par destination, fallait quand même la trouver, celle-là. Voilà. Merci Salah, à l'année prochaine et bonne fête. L'intérêt avec le sucre, c'est que ça donne de remarquables caries. Je te garantis que tu te payes des chicots vraiment superbes, caramélisés à souhait. Bref, il faut se méfier du caramel mou, surtout quand il est chaud. On continue notre ronde des chroniqueurs pendant que dans ce studio on continue à louer la personnalité et le combat d'Odile. Fred Thibault, bonsoir. Bonsoir. Ah, je suis un peu inquiet. Non, je vous vois vider votre sac. On avait dit peut-être, mais carrément là vous avez vidé le magasin. Non, mais j'avais pas d'idée. Je me suis dit, je vais faire un panier de la ménagère. Ah ben ouais, ou alors là c'est un sac à dos de la ménagère, mais après tout pourquoi pas. C'est en fait, 7 minutes. Oui, c'est des DVD, des Blu-ray que j'avais prêtés. Ah ouais. Et qu'on vous a rendu. Et qu'on m'a rendu. Alors j'ai récupéré la pile et puis bon, on va pas tout éplucher parce que c'est pas possible. Non, ouais. Mais on va essayer on pourrait faire, je sais pas, calquer ça. On pourrait faire un tuto. Ah ben allons-y. Pour les fêtes. Ah ben ouais. Bon, alors allez. On va regarder ce que j'ai. Surtout qu'on vient de brancher la caméra, donc on retrouvera ça sur le net dans pas longtemps. Alors ok, bah oui, tout à fait. Mais oui, je suis ravi. Alors attendez, on a Mandigo, Black Journal, Cannibal Holocaust, ça c'est intéressant. Ah, oui. Miracle Mile, Don't Be Afraid of the Dark, Sacrifice alias la secte des cannibales et Jungle Holocaust, qui je crois s'appelle le dernier monde de cannibales. Ah ben ouais. Alors on peut faire un tuto pour les fêtes, donc pour les repas de fête, on peut faire pour le 24 et le 31, et on va prendre des films de cannibales. Ah ben oui, parce qu'il y en a 3. Eh ben oui, et en plus c'est gastronomique, bien entendu. Voilà. Alors attendez, une gastronomie un peu différente, mais c'est gastronomique. Je vais récupérer tout ça, donc j'élimine les autres que je traiterai dans une autre dans une autre vie, parce qu'il y a des choses intéressantes. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Donc on a, comme diraient les universitaires, en corpus, donc de films de cannibales italiens. Ils y sont pas tous, parce qu'il y en a eu une dizaine. C'est un genre qui a, je crois, débuté au début des années 70 et qui est revenu après bien plus tard. C'est une espèce de croisement très bizarre, en fait. Ce qui a donné le film de cannibale, en fait, c'est un western américain qui s'appelle Un homme nommé Cheval. Ah oui. Et il y avait en même temps sur les écrans, un peu partout dans le monde, des faux documentaires un petit peu salaces qu'on appelait les Mondo Movies. Donc, qui en général se passaient en Afrique, etc., à cause exotisme, tout ça. Bref, pourquoi j'aime les films de cannibales? Eh ben oui, pourquoi? Parce que je pense que c'est vraiment le dernier rempart qui peut arrêter le politiquement correct. C'est une digue. C'est une digue. Vous êtes malade et vous êtes un escroc. Non, pas du tout. Professeur Thibault. Non, vous êtes un escroc et un malade. Non, pas du tout. Non, c'est pas. Je vous assure, je suis pas malade. J'y pense là, et c'est vrai que c'est une digue. Pourquoi? Parce que vous savez que je suis un fan de sous-culture. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui avec tous les films de Quentin Tarantino, blablabla, tout le renouveau là pour le cinéma de genre et tout, etc. C'est-à-dire qu'on est en train d'anoblir ce qui n'était pas noble. C'est-à-dire que le crapaud est en train de devenir un prince alors qu'il aurait dû rester crapaud. Oui, sauf que est-ce qu'il devient un prince ou est-ce que devient une grenouille boursouflée? Non, ça ne devient pas une grenouille boursouflée, c'est ça le problème. On va aller trouver des espèces de qualités qui n'existent pas trop. Alors dans des choses obscures, etc. On est en train de comment dire, de
polir quelque chose qui était rugueux. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Comme ça, là, ça devient très lisse. Alors là, aujourd'hui, on va regarder des films de kung-fu. Qu'est-ce que c'est branché? Oh là là, moi j'adore regarder les trucs des années 70. Là, ils se tapent dessus et tout, c'est trop. On dirait des chorégraphies, on dirait des comédies musicales. Ouais, formidable. Voilà. Donc, les films de cannibales, eux, non. Alors pourquoi? Parce que c'est la question, elle est là. C'est pourquoi? C'est parce que, écoutez, en général, il y a les cannibales et que le cannibalisme reste un véritable sujet qui est toujours un petit peu tabou. Reste que dans ces films, il y a un truc qui s'opère à chaque fois. C'est quasiment le même sujet. C'est l'opposition entre civilisation et nature. Ça, c'est le grand truc de ces films-là. Et que surtout, il y a pléthore de nudité, bien sûr, mais qui sont associés avec des meurtres d'animaux. Et ça, le meurtre d'animal ne passe plus du tout aujourd'hui. Je dis pas que j'adore. Attention, c'est différent. Hein. Je dis pas que j'adore ça. Prenez vos précautions au micro. Mais qu'au moins ces films résistent. Voilà. En tout cas, on sait que mamie n'aimera jamais ces films-là. On sait que l'oncle n'aimera jamais ces films-là, et on sait que ses parents n'aimera jamais ces films-là. C'est pour ça que vous le proposez pour le 24 et le 31 décembre. Voilà. Et donc, alors, on peut ouvrir avec le 24, on peut ouvrir avec Sacrifice. Ah ben oui. Voilà. C'est léger, à l'heure de l'apéro, c'est parfait. Voilà, qui est le titre américain, qui en France s'appelle La secte des cannibales. Alors où il y a très peu de cannibales et très peu de sectes. Mais ça c'est un autre problème. Et là on est sur sur une structure d'un homme nommé cheval. C'est-à-dire qu'on va avoir un citadin. C'est tourné en Thaïlande. Oui, alors deux secondes. Rappelons vite un homme nommé cheval. C'est un noble anglais qui arrive dans l'Ouest américain, qui se confond avec des tribus indiennes et qui va devenir indien. Exactement. Ça faisait partie de ces westerns progressistes. Ça faisait partie de ces westerns progressistes à l'époque. Si un homme nommé cheval est très bien. Dans les années 70. Voilà. Alors là, c'est moins bien. Hein, il faut bien le dire. Hein, la secte des cannibales. Mais en tout cas, c'est un chouette film d'aventure. Ça va plaire à papa. Il y a des filles à poil. Ça va pas plaire à mamie. Il y a des meurtres d'animaux. Mais bon, on peut voir ça en famille quand même. Et tout va bien. On est bien. Voilà. On débouche le champagne et on commence à manger quelques toasts. Voilà. Alors dans toutes les familles, et alors je me dis que voilà, alors ça c'est pour le 24, hein, le 24. Par contre le 31 on appuie. Ah. Là, le 31, on appuie parce qu'on mange la fin de l'année. On mange beaucoup plus tard. Ouais. Hein, on mange beaucoup plus tard. Alors, dans tous les repas, il y en a toujours un qui est beaucoup plus intelligent que les autres et qui dit ouais, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oui, ce qui se passe à la télévision aujourd'hui, c'est intéressant. Le traitement de l'image et tout. Ah, on lui dit j'ai Cannibal Holocaust. Si tu veux, nous allons le regarder tout de suite. On peut regarder Cannibal Holocaust, gars, tu vois. Et là, il va être content. Là, il va être très content parce que Cannibal Holocaust, c'est des journalistes qui sont partis dans la jungle pour récupérer les images d'une autre équipe. Et le film a été vendu très intelligemment d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, on retrouve les bobines 16 mm qu'avait abandonné l'autre équipe dans la jungle. Et en fait, toute la publicité très tapageuse à l'époque vendait ces bobines comme étant des réelles bobines qu'on avait en fait insérées dans le film. Ça me rappelle le projet Blair Witch. Ouais, c'est exactement ça. Il y a de ça complètement quoi. Donc du coup, c'est un film là pour le coup vraiment tourné dans la jungle. Alors moi je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a quand même une filiation avec le néo-réalisme italien. Comme voilà. Pas vous tomber dans les travaux universitaires. Mais bien sûr, les Vittorio De Sica et tout, etc. On tournait, on mélangeait les acteurs professionnels avec des acteurs qui étaient pas professionnels, et c'est le cas de Cannibal Holocaust. Alors on se souviendra avec émotion de la scène de la tortue, dont je ne parlerai pas ce soir à l'antenne, car je m'en souviens encore et Dieu sait si elle a hanté mes nuits. Mais en tout cas voilà, Cannibal Holocaust peut faire un petit peu figure, on peut effectivement parler un petit peu à l'apéritif de ça. Joli amuse-gueule. Voilà, les images, le traitement des images, la civilisation, la nature et tout, etc. Et cette pauvre tortue qui ne s'en est pas remise. Et la pauvre tortue ne s'en est pas remise. Alors, dans le précédent Sacrifice, c'est un petit crocodile qui s'en est pas remis. Bon, écoutez, c'est comme ça. Hein, il n'est pas devenu une paire de chaussures, c'est déjà ça. Et par contre, alors, l'apéro
basson plein, tagada, tagada, tagada. Et là, par contre, juste avant de manger, il est 22h, 22h30. Et là, on se dit, moi, je regarderai bien le dernier monde de Cannibal. Voilà, qui s'appelle donc, le titre anglais est magnifique, ça s'appelle Jungle Holocaust. Et alors, ça porte bien son titre. Alors ça, c'est mon film de Cannibal préféré. Celui-là est complètement extraordinaire. Il n'y a quasiment aucun dialogue. C'est une espèce de chemin de croix, en fait, d'un acteur qui a été plongé, en fait, et je pense dans une tribu. Enfin, il se passe des choses terribles. C'est le meilleur tirage de zizi de l'histoire du cinéma. Enfin, voilà, c'est absolument incroyable, absolument incroyable. C'est une espèce de catalogue de dénucléation, émasculation, enfin de meurtre d'animaux, etc. C'est le plus de films de cannibales, et surtout c'est celui en fait où vous finissez le film et vous avez plus faim. Et on peut passer tranquillement à la nouvelle année. Et là, le repas, c'est terminé. C'est terminé. C'est un autre boudin. Voilà. Tout au congélateur et on attend l'année prochaine. Attention, du coup, il reste plein de choses. Ouais. On se lève le matin. On a la table qui est encore remplie de choses comme ça qui sont devenues un peu rances avec la graisse du foie gras. Un peu friasque. Qui coule, etc. Hop. Prise de conscience, société de consommation, c'est foutu, il faut changer le monde. Et ça, ce sera grâce au film de Cannibal italien, si vous arrivez à vous les procurer d'ici là, mais ça j'espère que oui, faites un effort. Donc Jungle Holocaust alias Le Dernier Monde de Cannibal, Cannibal Holocaust qui porte le même titre à travers le monde, et donc La Secte des cannibales, donc tout ça réalisé par 2 réalisateurs, parce que c'était un petit peu un concours de zizi entre eux, donc Umberto Lanzi et Ruggero Deodato. Donc qui se sont amusés à pousser un petit peu dans le rouge tout ça. Voilà, j'en ai fini. Merci. Professeur Thibault, merci pour cet appel à la révolution mondiale anticapitaliste via le film Cannibal. C'est formidable. C'est formidable. Simplement un petit message personnel. Maman, si tu m'écoutes, non, on n'a rien fumé. C'est simplement le blanc qui est en train de s'écouler dans cette émission. Professeur Thibault, merci. On ne fêtera peut-être pas finalement les 2 réveillons ensemble comme on avait projeté de le faire, mais je vais peut-être essayer de me faire inviter à un autre endroit à la prochaine fois. En tout cas, merci. Au des hit parades anglais, avec ton français s'il te plaît. On avait tous rêvé de ça, que sur la plage d'Ipanema, petit Nicolas qui n'y croit pas, et pourtant consacré déjà. Il fallait bien partir d'ici, partir de nuit, partir sans bruit. Il fallait bien partir d'ici où on était cuit. On en a mis des sparadraps, au bout des doigts les notes sont là. Au bout des mots il y a des ponts vers d'autres villes et d'autres ruisseaux. Quand on chantait la Marseillaise avec ses phrases guerrières, ses vers, on se disait c'est pas possible. Au bout du quai il y a bien d'autres styles. Il fallait bien partir. Voilà, quelques notes de Nicolas Pogam, Il fallait fuir, histoire de rappeler que ce soir, Nicolas Pogam défendra les chansons de son dernier album, Le ventre et l'estomac, à la grande famille Café Culturel à Pinsaguel, dont on me dit depuis des années le plus grand bien, enfin des années, depuis quelques mois, puisque c'est quelque chose qui vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps. Lucas Lemoff, vous avez l'air d'opiner du chef. Non, on m'en a parlé, mais je connais pas. Voilà. Non, on en a parlé. Mais bon, c'est à Pinsaguel aussi. Pinsaguel. Ne fait pas partie de la ligne B du métro, moi je suis désolé. C'est sûr. Donc j'ai pas pu encore y aller, mais je pense qu'il faudrait que j'y aille quand même assez urgemment. Il s'y passe des choses assez intéressantes, et donc ce soir Nicolas Pogam avec ses chansons délicieusement pop, extrait de cet album Le ventre et l'estomac, ce soir donc à la grande famille Café Culturel à Pinsaguel. La mer est dangereuse, même s'il n'y a pas d'eau dedans. Quand on creuse dans la baie du Mont-Saint-Michel, on trouve plein de chapeaux de boy scout. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? Caramel!
Grande nouvelle, on est presque à l'heure. Luc Allemhoff est prêt. Nouvelle chronique municipale, délicieusement politico-cassoulet. On va parler donc de cette élection qui nous intéresse tous. On est tous fébriles. C'est vrai, c'est vrai. Alors, que va-t-il se passer? Surtout que là, il y a plein d'actualités cette semaine. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà, vous trouvez pas que c'est vachement mieux sans invité quand même? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein, on n'est pas obligé de se farcir les états d'âme à la con et gna 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 mon influence et blabla mon enfance et comment j'ai sublimé ma souffrance et mon inspiration, les grands discours sur l'art, on en a rien à... Ça vous donne pas envie de continuer juste comme ça, parce que vous mettez juste leur musique, vous faites juste une lecture de leurs nouvelles et puis c'est marre. Et puis est-ce qu'on vous demande votre avis à vous déjà? Non. Voilà, c'est ça. Simplement, si je peux rajouter quelque chose, il faudrait que vous mettiez là d'accord pour que vous fassiez une chronique toutes les semaines. Et là, je sais pas si vous tenez le rythme. Non, peut-être pas, effectivement. Bon, on va voir. Bon, en tout cas, en attendant, depuis quelques semaines, vous me demandez mon avis à moi sur les élections municipales. Mais en vrai, tout le monde s'en fout de mon avis sur les élections municipales, à part donc vous, puisque dans le civil, vous travaillez dans le social, et je me dis que ça relève probablement d'une forme de déformation professionnelle que de vouloir faire confiance à un jeune, encore incertain de son avenir, de faire ses preuves à la radio. T'as là un collégien en classe d'éducation civique qui voit bien que liberté, égalité, fraternité, c'est quand même du gros flanc, mais qu'il a pas le choix de faire ce putain d'exposé, sinon il passe pas en seconde. Et ma mère, qui écoute très probablement cette émission en direct et qui croit que son fils a réussi à percer dans le milieu. Non. Les seules fois où j'ai réussi à percer dans le milieu, c'était au fond de 2 pots de yaourt pour faire un faux téléphone avec mes neveux. Vous savez, le fameux yaourtophone. Donc, les élections municipales. Bon. Je sais plus quoi vous dire, moi. On avait un match tout annoncé, un concours en doublette, comme on dit chez moi, avec d'un côté 2 listes de gauche, plutôt une de gauche et l'autre socialiste, avec Antoine Maurice pour Archipel Citoyen et Nadia Pelfic pour Une Nouvelle Énergie, parce que maintenant il y a des énergies partout, on sait plus quoi en foutre. Et de l'autre côté du terrain, 2 listes d'extrême droite, Quentin Lamotte pour le Rassemblement National et le grand calife, Jean-Luc Elmoudinck, le grand favori des sondages et de France Bleu Toulouse, pour La République En Marche et les Républicains. Ah non, pardon. Pour aimer Toulouse, parce que eux ils aiment Toulouse et les autres non. Et puis patatras, voilà, encore 2 nouveaux rebondissements, on passe de 4 listes déclarées à 6. Avec l'arrivée donc de 2 nouveaux challengers. Tout d'abord, Franck Biasotto, président de Toulouse Habitat, maire de quartier et actuel adjoint au logement, sur le point de rendre ses délégations, bien évidemment. Le Is No Good de la Ville Rose, qu'on a tant aimé voir en teckel en érection sur la jambe de son supérieur adulé, et qu'on admire maintenant se rêver en lion indomptable, fort d'une dentition aussi longue qu'un jour sans pain, et rayant un parquet aussi brillant que la peau de son crâne reluisant. Alors lui, il me plaît, parce que normalement, c'est un élu estampillé La République En Marche. Mais comme Jean-Luc a été adoubé par La République En Marche pour sa liste, Francky, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher ailleurs. Il va chercher ailleurs, et il se tourne vers ce qui reste, et comme il reste pas grand-chose, il prend ce qu'il y a. Il prend ce qu'il y a, et qu'est-ce qui reste? Le modem. Voilà. C'est ça. Le modem. Alors là où il me plaît encore plus, c'est qu'il veut représenter le centre droit face à un Jean-Luc Moudinck qu'il juge droitisé. Alors personnellement, je trouve ça assez cocasse, surtout de la part du président de Toulouse Habitat, qui considérait jadis que l'encadrement des loyers était une mesure néfaste. Et marxiste. Ou qui encore en 2015 a fait expulser des familles de réfugiés syriens d'un immeuble aux Isards. Voilà. Vas-y Francky, c'est bon. Et puis alors le 6e, lui on le voyait arriver gros comme une maison au milieu de la figure, comme dirait mon oncle, Pierre Cohen. Alors là, Pierre Cohen. Lui on ne sait pas d'où il arrive, mais du diable Vauvert. Alors, qu'il n'hésite pas à se poser en rassembleur, qui se dit le seul à pouvoir faire gagner la gauche. Alors, suivez bien la logique comme elle est simple. Attention, c'est compliqué, suivez bien, vraiment, je vous assure. Comme il se dit que 2 listes à gauche, c'est le meilleur moyen de rater le coche, lui, logiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il en fait une 3e. Il en fait une 3e. Et c'est bon ça, non? C'est un peu la même logique que lorsqu'on nous dit par rapport à la réforme des retraites qu'on souhaite la fin des régimes spéciaux et qu'on veut mettre en place un système universel, mais qu'on n'applique pas la même règle pour tout le monde. Vous voyez? C'est un peu ça. Prenez le rassemblement et dans le même temps créer la division, ça relève carrément de la pataphysique. Au moins, on se dit que s'il n'arrive pas au 2e tour avec sa liste, le Pierrot, il aura au moins toutes les qualités requises pour finir conseiller communication à l'Élysée. Non, c'est Nadia qui doit tirer la tronche quand même parce que, et avec tous les copains socialistes, les copains de Cohen, qui la soutiennent depuis quelques mois et qui sont pas loin de la WC à mon avis. Parce que le Pierrot, il risque probablement d'y arriver au 2e tour.
Après qu'il aura bien sûr réussi à faire oublier tout au long de la campagne qu'il a fait son entrée après les deux autres et qu'il n'hésitera pas alors à fustiger en prétendant qu'ils ont osé créer la division. Évidemment, tant qu'à faire, sinon c'est pas drôle. Faudra aussi qu'il fasse oublier qu'il a été déjà maire ici. C'est ça, oui. Et qu'il s'est planté lamentablement la dernière fois parce qu'il nous a pris là aussi pour des jambons. Exactement. Donc avant il y avait le manspreading, phénomène typiquement masculin qui consiste à prendre la place avec des jambes. Maintenant il y a le Cohen-spreading. Il me fait penser, vous savez, à Sarko quand il s'était tapé l'incruste au premier rang avec les chefs d'État à la marche après les attentats de Charlie Hebdo. Un peu le même genre. On rigole quand même, c'est rigolo. Bon, et c'est que le début. Et c'est que le début. Et cela dit, on m'a quand même fait récemment le reproche d'épargner une liste en particulier de mes pitreries. C'est celle d'Archipel Citoyen. Et c'est vrai, j'avoue, j'arrive pas à en rire. Peut-être parce que leurs représentants sont très loin d'égaler tous les autres clowns en termes de ridicule, et que la volonté de faire du municipalisme pour de vrai, ça prête peut-être plus à la curiosité qu'au rire. Bon. C'est vrai, je suis un peu partial, je l'avoue, et vient inévitablement la question de la déontologie. Est-ce que on peut décemment avoir une tribune à une antenne et mettre en avant les qualités d'une liste au détriment des autres ? Je ne sais pas, mais lorsque j'entends par exemple nos amis de chez France Bleu procéder à un micro-trottoir sur l'avis des Toulousains à propos des nouvelles Ramblas à Jean Jaurès, et pour ce faire ne diffuser que des avis dithyrambiques, je me dis que j'ai encore un peu de marge. Allez, J-86 avant le premier tour. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes, un joyeux retrait de cette saloperie de réforme des retraites, et comme dirait tonton Michel, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Et 86 jours avant les élections, ça nous promet de jolies chroniques. À plus tard, Lucas. Mesdames, messieurs, ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous... Caramel mou. L'heure de se quitter, juste quelques propositions de concert avant de laisser l'antenne à l'émission suivante. Allez, ce soir, à partir de 19h30, Archipel justement, mais ça n'a rien à voir avec la liste. C'est un lieu place Arnaud Bernard. Soirée sur le fil, concert-performance dédié à l'improvisation pluridisciplinaire, avec ce soir Marie Takahashi au violon alto, Laurent Avizou à la guitare et à la clarinette, Fouzia Hamel art plastique et Fabien Perret à la danse. 19h30 à Archipel. Ce soir donc à 20h, Nicolas Pogam, on en a écouté un petit bout tout à l'heure, et Marc Delmas à la Grande Famille à Pensaguel. À 20h30 à l'impro, carte blanche à la saxophoniste Carla Gaudret, une musicienne qu'on adore ici à Caramel Mou. Carla Gaudret qui en profitera pour jouer quelques chansons de Noël avec la fine fleur de la nouvelle génération de musiciennes de la Ville Rose. À 21h au Taquin, Nicolas Gardel et les Headbangers. Et puis ce soir à IPN, ça a commencé déjà dans l'après-midi, à partir de 20h, concert dans le cadre de la supérette d'IPN, avec donc concert ce soir le duo ambiante pop expérimental Chien Pourri, supérette d'IPN qui continue pendant tout le week-end, samedi et dimanche de 11h à 20h, au milieu des sérigraphies, estampes, linogravures, bouquins, dessins originaux, peintures et autres objets utiles et inutiles. Ça sent le cadeau de Noël, ça, et en plus vous irez dans des effluves de café, de thé, de chocolat chaud, de vin chaud et de gâteaux à la cannelle. C'est à IPN, donc du côté du faubourg Bonnefoy. Si vous avez des cadeaux que vous n'avez pas encore retrouvés, allez là-bas, vous les trouverez. Dernier détail, c'est demain soir que ça se passera, c'est au Bruegel, à partir de 22h. El Gato Negro viendra nous faire danser. Alors là, il va y avoir sans doute un risque de surpopulation et de surchauffe au Bruegel demain soir à 22h, mais faut ce qu'il faut, et Gato Negro sur scène, même la plus petite, ça ne se refuse pas. Allez, on va se quitter avec quelques notes de Gato Negro, et puis moi je vous dis déjà au revoir, bonne fête à tous. On se retrouve, comme dit Lucas Lemoff, à l'année prochaine, ça se passera en 2020. Salut les filles, bye. De canela, cosita apretadita, tú me tienes arrebatado al caminar por la playita, tú camina, veía como quien baila, eres todo un carnaval que da alegría a la favela, bom bom, bom bom de canela, bom bom, bom bom de canela, corazón de melón, piel de melocotón, ella mira su calor y apretó el botón, soy su menino, ella mi mini mina,